Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la vieillesse, du normal et du pathologique. Il s'agit donc d'une présentation tournant autour de l'épistémologie du vieillissement. Alors c'est quoi ce mot? L'épistémologie. Mais ça veut dire qu'on va regarder un peu plus loin qu'est-ce qu'il y a un diagnostic ou pas, est-ce qu'il faut traiter ou pas, c'est réfléchir pourquoi on diagnostique, pourquoi on est un psychiatre, un gériatre, un gérontopsychiatre, comme ceci ou comme cela, pourquoi on possède un tel système de valeurs, pourquoi finalement on fait ces choix, qu'est-ce qui fait nos valeurs du soin. Alors bien sûr, c'est une réflexion qui implique un peu plus que la psychiatrie, que la gérontopsychiatrie. Ça englobe la médecine, euh, même s'il y a des superpositions entre tous ces domaines. Alors j'ai fait des choix dans cette présentation, et donc ces choix, bien sûr, impliquent que ben, cette présentation est très critiquable, et je pense que ça serait intéressant de le faire. Et c'est même un impératif éthique pour chacun de vous. Alors déjà, en me demandant ce que c'était une vieillesse réussie, je me suis dit que ça opposait nécessairement vieillesse réussie et vieillesse pathologique. Ou du moins, une vieillesse réussie serait une sous-entité de vieillesse normale. Donc il y aurait vieillesse normale d'un côté et vieillesse pathologique de l'autre. C'est d'ailleurs la problématique de ma présentation. Alors, vieillir, c'est vrai que c'est associé quantitativement à des maladies, qualitativement à certaines maladies neurodégénératives. Donc vieillir, c'est associé quantitativement et qualitativement à du pathologique, et en même temps, intuitivement, c'est pas être malade, le vieillissement. Donc il y a une nécessaire distinction entre le normal et le pathologique qui me semble utile à faire. Alors le problème c'est quel est le critère ou quels sont les critères pour différencier le normal et le pathologique dans le cadre du vieillissement, surtout en psychiatrie. Alors c'est un problème qui est clinique, mais c'est aussi un problème en économie de la santé, en recherche, enfin, c'est un problème social, politique. Alors on va voir que si par exemple on prend l'exemple de Monsieur Roger qui a une insuffisance respiratoire, enfin une capacité respiratoire réduite, une capacité d'éjection systolique au niveau du cœur qui est réduite aussi, il a une démence, puis il a une dépression. Alors bon, les deux premiers, respiration, éjection systolique, on a envie de dire que c'est normal pour l'âge, hein, je parle intuitivement, c'est normal, c'est son âge qui fait qu'il a moins de capacité qu'un adulte. Mais alors la démence, bon, non, enfin c'est fréquent à son âge. Alors par contre la dépression, non. Hein. C'est pas parce qu'il est âgé qu'il a une dépression, il a le droit d'avoir une dépression. Bon, là dans tout ça, on a envie de dire qu'intuitivement, il y a deux trucs qui nous font dire qu'il y a du normal ou il y a du pathologique. Est-ce qu'il n'y a pas du pathologique parce qu'on retrouve des caractéristiques biologiques particulières? Ou est-ce qu'il n'y aurait pas du pathologique parce que ben, on pourrait le traiter? Notre intuition médicale, elle nous dicte un peu ces deux arguments hein, qui témoignent de ce qui n'est pas normal chez la personne âgée. Celui de la biologie ou des neurosciences dans le cadre de la psychiatrie qui nous dirait ah, nous trouvons une anomalie biologique ou morphologique. Bon, mais la psychiatrie, c'est une science immature, on est d'accord. Il n'y a pas de critères. On ne va jamais trouver un critère absolu qui puisse réunir toutes les maladies psychiatriques dans le cadre du vieillissement et qui permettrait de dire ah, grâce à ce critère ou cet ensemble de critères, ces anomalies, il y a du normal et il y a du pathologique. Quant à la médicalisation, c'est un problème qui est assez complexe. Alors, si on prend l'exemple de M. Roger, on voit bien que s'il y a une dépression, et puis même, peu importe sa catégorie diagnostique, peu importe son syndrome, il y a un symptôme qui fait souffrir, on a un traitement, c'est un impératif éthique, compassionnel, qui nous donne envie de le traiter. Mais est-ce que c'est pour ça, c'est parce qu'on peut le traiter que ça vieillit, c'est pas normal parce que c'est parce qu'on peut le traiter que c'est ça qui est pathologique. C'est faux. La médecine, elle prend en charge des conditions non pathologiques, par exemple la chirurgie esthétique, la grossesse, la contraception, la vieillesse en fait partie, puis des atteintes sociales en psychiatrie. Voilà, donc ma conclusion, c'est que c'est pas la médecine qui délimite le normal pathologique. C'est très délicat de dire que c'est parce que la gériatrie ou la gérontopsychiatrie proposerait un traitement au moment de la vieillesse qu'il y aurait de la pathologie. J'insiste encore un peu sur ce point, hein, c'est que cette conception a de nombreuses dérives. Si tout dedans est traitable, où est la limite? Est-ce qu'on traite tout le monde? Est-ce qu'on traite tout le monde avec tous les moyens? Est-ce qu'on traite la vieillesse avec tous les moyens? Surtout cette dérive médicale, ça ouvre largement le débat sur les dérives du transhumanisme.
D'autant plus que dans le cadre de la vieillesse, on se bat contre notre finitude, donc il y a vraiment l'idée qu'il y a une progression qui pourrait être permise par la médecine. Alors, pour résumer, j'affirme que on voit que la distinction du normal et du pathologique dans la vieillesse, elle est nécessaire au niveau pratique, théorique, déontologique, même éthique. En même temps, c'est pas la médecine qui peut y répondre directement, ni par les neurosciences, la biologie, ni par l'impératif éthique du care. Alors là, c'était les questions que pose l'épistémologie de la vieillesse. Maintenant, on passe à ses réponses, ou à des tentatives de réponse. L'idée, c'est de chercher quels sont les critères qui peuvent délimiter le normal et le pathologique dans le cadre du vieillissement de la personne âgée en psychiatrie. Bon, on a vraiment, encore une fois, intuitivement envie de prendre les critères du normal et du pathologique de l'adulte. Eh ben, on va voir que ça ne marche pas dans le cadre du vieillissement et d'autant plus en psychiatrie. Alors, Canguilhem, dans les années 70, pour résumer, décrivait la santé comme capacité d'adaptation ou réserve d'activité. C'est-à-dire que euh, si on s'en tient à Canguilhem, la vieillesse, elle est pathologique. Hein, n'importe quelle personne âgée a une capacité d'adaptation qui est diminuée par rapport à ce qui était avant, par rapport au reste de la population. Il a une réserve d'activité qui est beaucoup moins importante. Alors aujourd'hui, il y a un débat qui est vif, hein, qui a succédé à Canguilhem. Alors par exemple, on pourrait prendre Arthur Caplan, qui disait, il y a quelques dizaines d'années déjà, que la maladie pouvait être une souffrance ou une gêne, avec des changements avec l'état antérieur, comme l'avait montré Canguilhem d'ailleurs, et une détérioration ou altération des fonctions. C'est un peu cet ensemble de critères qui a été repris dans le DSM, et en gros, qui se décrit par deux mots, maladie égale dysfonction préjudiciable. Il y a une dysfonction organique qui cause un préjudice, notamment social. Bon, très bien. Et bien, ces deux critères, ils s'appliquent parfaitement au vieillissement. Une dysfonction préjudiciable. Le vieillissement, c'est une dysfonction organique qui cause un préjudice, comme norme pour l'individu, limite sociale, perte de capacité antérieure. Bon, malgré tout ça, on résiste intuitivement à considérer la vieillesse comme une maladie, et nous avons fort bien raison. Donc voilà, je vais introduire deux critères qui sont deux termes essentiels, et sans doute les deux seuls mots un peu compliqués, mais les deux seuls mots à retenir de cette présentation. Il faut savoir qu'après Canguilhem, en fait depuis une cinquantaine d'années, il y a un débat qui fait rage dans la communauté scientifique et philosophique pour essayer de délimiter le normal et le pathologique. Et ce débat oppose deux camps. Les voici, il s'agit des naturalistes et des normativistes. Élodie Giraud a écrit un livre qui s'appelle Après Canguilhem, naturalisme et normativisme. Et ces deux styles de pensée sont facilement descriptibles. Le naturalisme, il pense que la maladie, c'est un ensemble de critères biologiques qui sont hors de la courbe gaussienne. C'est-à-dire que si au milieu, il y a des fonctions cérébrales précises pour une classe d'âge, eh ben, si ces fonctions cérébrales marchent différemment, elles se trouvent aux extrémités de la courbe gaussienne. Donc, en gros, la santé, c'est ce qu'il y a au milieu d'une moyenne dans une classe d'âge donnée, ou une classe de référence. Les normativistes, ils pensent que la maladie, c'est ce qui dévalorise, c'est un ressenti, c'est un jugement de valeur, notamment ressenti par la personne elle-même, et c'est des normes sociales qui la font. Ça pourrait se résumer à la maladie comme perte de capacité. Mais en même temps, ces deux cas, ils n'arrivent pas à saisir la vieillesse dans un troisième terme qui les réunisse. Il y a encore cette opposition. Alors, peut-être qu'en gérontopsychiatrie, on l'a trouvé. On l'a trouvé depuis pas mal de temps. Et ce concept est un concept qu'on manie tous les jours. D'ailleurs, cette présentation, finalement, elle ne résumait pas l'épistémologie, mais peut-être l'histoire de ce concept. La notion de fragilité, des années 80 à nos jours. Les fragiles, c'est ceux qui auraient un vieillissement normal, non pathologique, mais qui nécessitent quand même une prise en charge de la médecine. Prévention, dépistage, action précoce, suivi, pour éviter une décompensation brutale, irréversible d'une fonction. Vous voyez, on retrouve le côté médical, prise en charge, et le côté biologique, neuroscientifique, une fonction biologique qui ne marche pas, ce qui peut inclure aussi une perte de capacité.
Voilà. Donc la fragilité, ça inclut une prise en charge et en même temps, ça accepte qu'il y ait des modifications biologiques malgré une certaine normalité de la personne âgée. Donc la fragilité, en deux mots, hein, c'est proche de la notion de facteur de risque ou d'état de réduction de capacité de réserve. Et ça permet encore quelque chose de très intéressant, c'est que grâce à ce concept, on s'éloigne de la notion de vieillesse réussie qui nécessitait une séparation normale pathologique. En fait, on s'éloigne de cette logique, une logique qui ressemble à celle d'Alain Ehrenberg, hein, comme quoi on devrait réussir sa vieillesse. Comme lorsqu'Alain Ehrenberg décrivait dans la faculté de soi que l'individu il doit affirmer sa valeur personnelle à travers sa réussite sociale, affective, psychologique, physique. Des valeurs qui sont justement mises à mal dans la vieillesse. Donc l'idée, si on suivait la logique d'Ehrenberg, hein, pour faire un aparté, c'est que quand on était vieux, on ne pouvait pas s'affirmer, on ne pouvait plus affirmer sa valeur personnelle parce que ces valeurs euh, de réussite sociale, affective, psychologique, tout ça, étaient mises à mal. Alors là, grâce à la notion de fragilité, et c'est une idée développée par Agnieszka Jaworska, c'est que la fragilité donnerait un sens à l'autonomie. Le but, c'est que la personne âgée elle puisse trouver un mode de vie au-delà du normal et du pathologique où elle accepte la fragilité en améliorant son autonomie. Donc il y a une sorte de réconciliation là entre la perte de normes sociales, du normativisme, et en même temps de tout ce qui est atteinte biologique du naturaliste. Alors voilà, c'était rapide et il faut incorporer ces idées en prenant le temps. Elles peuvent être plus amplement transférées à la psychiatrie. Et la fragilité notamment, c'est un débat qui agite un peu les deux entités dans un même bocal, naturalisme et normativisme. En même temps, ça suffit pas parce qu'on a toujours le fragile et le normal d'un côté et le fragile et pathologique de l'autre. Donc le débat reste ouvert, en gros. Après, c'est un débat qui sera de plus en plus nécessaire à déterminer dans l'action préventive, un individuel comme au niveau populationnel et de santé publique. Mais vous voyez, cette présentation, c'est un peu comme lorsqu'on fait une présentation d'éthique, on n'a pas de réponse précise, on propose des pistes, on fait des choix, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de choix faits dans cette présentation, et on laisse ouvert le débat, notamment sur la fragilité.